en essayant d'améliorer le code. Et suite à ces activités de recherche, on a monté une société qui s'appelle Promise. Je pourrais vous en parler un peu plus après. Et on s'est aperçu il y a 2 ans qu'il y avait je dirais un besoin de la communauté de comprendre un peu mieux ce qu'est le clean code. Alors je me présente pas ici devant vous comme étant un donneur de leçons, je veux juste vous présenter ces concepts du clean code, qu'on en discute et puis qu'on échange sur ces choses-là. Vous pouvez me contacter, là en haut c'est moi, hein. Le clean code fait par Monsieur Propre, il y a un petit jeu de mots marrant, voilà, ça c'est fait. Donc vous pouvez me contacter sur LinkedIn, je suis très présent, et il y a 2-3 vidéos qui tournent sur YouTube de moi et sur les différentes notions que je présente. Alors le clean code c'est quoi? Avant tout on parle de qualité du code, et alors pour ceux qui n'ont jamais vu cette image, vous allez adorer, les autres vous la connaissez j'espère. Comment on mesure la qualité d'un code? C'est simple, vous mettez des informaticiens sur un ordinateur, on regarde le code et vous mesurez le nombre de what the fuck qui sort, quoi. Plus il y a de what the fuck, moins c'est bon en fait, voilà. C'est ça l'idée. Je ne sais pas si vous avez jamais vu cette image. Cette image résume ce que tout informaticien, moi je suis développeur, hein, résume ce que tout développeur pense. Le clean code ou le code propre, on sait tous ce que c'est. Donne-moi un code, je te dirai s'il est propre ou pas, en gros. Et c'est marrant parce que ça m'est arrivé il y a peu. Alors je présente ici, on a tous des avatars parce qu'on connaît une copine qui est graphiste en fait. Je vous présente Sébastien Mosser, donc lui c'est mon pendant à Nice. Et un jour il a un gros problème, je vous poserai ce problème à la fin de la présentation. C'est un kata relativement connu. Il a un gros problème et il demande à un super fort développeur de résoudre ce kata. Le super fort développeur met 2 jours et revient avec ça. Et là, Sébastien et moi, on se regarde, on fait « what the fuck ?» On n'a rien compris. Voilà. Donc j'avais envie de vous montrer ça pour vous dire, en gros, le clean code, qu'est-ce que c'est? Essentiellement, c'est d'essayer de faire autre chose que ça, c'est d'essayer de comprendre un petit peu comment améliorer la qualité du code. C'est le propos de ce talk. Et qu'est-ce que je vais présenter plus précisément? Je vais d'abord rapidement expliquer ce que c'est que le clean code et pourquoi c'est nécessaire. Donc je vais baser tout mon discours sur un bouquin que je vous incite à lire, qui est le bouquin de Robert C. Martin, qui s'appelle Clean Code. Je le présenterai, il y a sa petite photo dans les talks. Et je vais le décortiquer, ce bouquin. Alors il est un peu gros, donc je ne pourrais pas tout vous présenter. J'ai décidé de zoomer sur les fondamentaux, variables et fonctions. Et ça, c'est les talks que j'ai déjà donnés à l'Agile Tour, dans les écoles d'ingé voisinantes. Et donc, du coup, ici, rien que pour vous, j'ai ajouté les commentaires. Alors, j'espère qu'on va rigoler avec les commentaires parce que c'est assez sympa. Et parce que je savais qu'on était au JUG et que c'est le Java Users Group, j'ai ajouté les règles sur la programmation orientée objet. Alors, quand je dis j'ai ajouté, en gros, j'ai lu le bouquin et j'ai fait une synthèse pour vous. D'accord? Donc, encore une fois, je ne suis pas venu ici en tant que donneur de leçons. Alors par contre, ça c'est moi, ça c'est pas dans le bouquin, ça c'est ce qu'on fait avec Promise là, j'ai ajouté le lien avec les linters. Linter, vous savez, c'est ces petits outils, PMD, Checkstyle, Sonar, etc., qui font que votre éditeur commence à clignoter comme un sapin de Noël. On va essayer de voir le lien entre les linters et le clean code. D'accord? Ensuite, je résumerai sur quel est l'intérêt du clean code sur votre métier et sur la qualité du logiciel. Ça marche comme plan? Alors on va commencer. La première partie, c'est qu'est-ce que c'est que le code propre et surtout, c'est quoi les bases de cette fameuse qualité du code. En fait, il y a 2 notions lorsqu'on code. On peut coder entre parenthèses seulement ou coder propre. Coder seulement, ça veut dire je code jusqu'à ce que ça marche. On a tous une definition of done. Quand est-ce que c'est terminé? Quand ça marche. Quand les tests passent. C'est déjà bien, vous me direz. Ça, c'est coder seulement. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'il faudrait qu'on code propre. Coder propre, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être qu'il n'y a pas de bug, ou peut-être c'est plus maintenable, ou peut-être c'est plus efficace, peut-être c'est plus portable. C'est compliqué, toutes ces notions de qualité. On va voir de suite, j'anticipe un peu mes slides, mais que pour Robert C. Martin et toutes les personnes qu'il a interrogé, parce qu'il n'a pas fait ça tout seul, en fait, il résume coder propre à un seul avantage, c'est lisible.
Si votre code est lisible, si quelqu'un d'autre peut le lire, il est propre. D'accord? Donc c'est ça qui est important. Donc là, on va zoomer de suite. Ce qui est important ici, c'est on dit code propre quand quelqu'un d'autre peut lire votre code. Si quelqu'un d'autre peut lire votre code, il pourra voir s'il n'y a pas d'erreur, il pourra l'améliorer, etc., etc. Donc on va gagner en qualité. Donc voilà, ces deux notions, coder seulement ou coder propre. Et des fois on se dit, ouais, mais franchement, moi j'ai pas le temps. Ou ça ira, ou c'est pas ma faute, c'est les besoins, c'est mal exprimé, ou c'était là avant, ou c'est pas moi, ou c'est pas une priorité, d'accord? Donc là, en fait, dans le bouquin, on cible tout ça, et moi je suis complètement d'accord. C'est devenu une faute professionnelle que de ne pas coder propre. Alors, je sais pas si vous savez, ou bien il y en a peut-être plein d'entre vous qui savent, mais vous êtes des ressources rares. Qui dit rare, qui dit cher. Vous savez ça. Vous savez qu'en ce moment, le marché RH, il est un peu tendu. D'accord? Vous savez que c'est le développeur, c'est un peu une ressource difficile à obtenir. Eh bien, en ce moment, les développeurs qui veulent être un peu respectés, ils veulent aller dans les endroits où le code est propre. Je fais cette comparaison avec... Alors, les comparaisons, elles sont toujours douteuses. Hein. On est garagiste. Quelle image vous avez du garagiste dans votre cerveau? D'accord? Moi, j'ai l'image du gars, je sais pas, habillé bizarrement, du gras partout, les mains toutes noires, etc. Et quand je rentre dans un garage, le sol n'est pas propre, les outils ne sont pas rangés, etc. Ça, c'est parce que je suis né le siècle dernier. Il y a des sociétés, je ne vais peut-être pas les citer parce que je suis filmé, donc imaginez les garages autour de vous, vous rentrez dans un garage, maintenant, le sol, c'est carrelage blanc. Les clés, elles sont toutes rangées sur un tableau. Les garagistes, ils ont presque des blouses et des gants blancs. D'accord? Un petit peu comme dans les pubs, si vous voyez ce que je veux dire. Ok? Si vous êtes garagiste, que vous postulez dans un garage où c'est crado, si vous êtes fou, allez dans un garage où c'est propre. Vous êtes développeur, vous postulez où? Dans une société où le code n'est pas propre? Ou dans une société où le code est propre? Sans rien. Hein? Moi, j'en connais plein des développeurs, j'en vois plein, mais je connais aussi les ressources humaines. J'ai une situation où je vois pas mal de gens, et les ressources humaines, en ce moment, alors peut-être certains d'entre vous sont allés à l'Agile Tour, d'accord? Il y avait un talk où on disait, si l'annonce est simplement « venez chez nous développer », il n'y a personne qui postule. Venez chez nous, développer, on a les meilleurs spécialistes, on développe super propre, on fait les dernières technos, là, il y a plein de CV qui se pointent. D'accord? Donc actuellement, si vous ne codez pas propre, ce t-shirt pouvait être marrant le siècle dernier, c'est une faute professionnelle aujourd'hui, si vous ne codez pas propre. Mais ça, vous le savez déjà. Alors, du coup, c'est une faute professionnelle, ça veut dire qu'on est des professionnels, ça veut dire que quelque part, il y a écrit ce qu'il faut faire. Pas tout à fait. Heureusement, on a ce bouquin, il y a d'autres bouquins. Le point n'est pas de dire celui-là est bien, les autres ne sont pas bien. Le point est juste de faire réfléchir. Et j'espère que vous sortirez de là en disant « ouais, ça, est-ce que c'est propre, ça, est-ce que c'est pas propre ?» Et que vous allez partir en discutant avec vos collègues en disant « tiens, ça, c'est propre ou pas propre ?» Ça serait pour moi, je dirais, un succès pour cette conférence. Bien, dans ce bouquin, il s'est posé la question, c'est quoi du bon ou du mauvais code? Et je vous l'ai déjà dit, je me suis un peu auto-spoilé, le bon code, c'est lisible. Facile à lire, je peux lire le code, parce que le code, d'accord, ça va être exécuté par un ordinateur, mais surtout, ça va être lu par d'autres développeurs qui vont modifier votre code. Donc, un code clean, c'est un code qui est facile à lire, et on verra ça par la suite, mais lui, il dit que si c'est facile à lire, la qualité, rapidité, maintenabilité, pas de bug, elle va être décuplée si le code est facile à lire. Alors, la deuxième chose que j'ai fait rien que pour vous, c'est que j'ai pris des nouveaux exemples. Ça, c'est rien que pour vous, c'est une nouveauté parce que tous mes exemples étaient en JavaScript et je me suis dit, si je présente du JavaScript au Jug, je me fais tuer. Donc, j'ai pris des exemples Java.
Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir sur GitHub, j'ai tapé Java, ok, je suis tombé sur 100 000 projets, si c'est pas plus, et je me suis dit, tiens, RabbitMQ, ça c'est quelque chose que je pratique beaucoup, moi j'aime beaucoup RabbitMQ, j'utilise beaucoup. Je me dis, tiens, il y a un client en Java. Ok, ça ne doit pas être trop compliqué, je vois, c'est comme un projet connu, 420 stars, ok, ça va, des commits, 3000, allez, bon coup. Je regarde celui-là, et je fais ma presse sur RabbitMQ. Le point n'est pas de se moquer, parce que finalement, j'ai trouvé que ce n'était pas si clean que ça. Le point aussi est de discuter tous les principes que je vais vous présenter au travers d'un exemple et de voir comment on peut essayer pour améliorer du code. C'est ce qui vous intéresse, je pense. Alors, on démarre. On démarre par quoi? Par les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est les variables et les fonctions. Ce qui est vachement bien avec ces fondamentaux, c'est que c'est vrai pour n'importe quel langage. Qu'est-ce que c'est le clean code pour les variables? Qu'est-ce que c'est le clean code pour les fonctions? On commence par les variables. Le nommage des variables. C'est vachement important. C'est vachement important de bien nommer les variables. Parce que quand on va lire du code, si le nom est bien fait, quand on va lire la variable, on aura compris ce qui est fait. Et dès qu'on a compris ce qui est fait, on se projette et on comprend mieux le code. Ici, on peut résumer. Le code, c'est une histoire. Vous lisez du code, ça raconte quelque chose. Ben, les personnages, c'est des variables. Et donc, les variables, elles doivent avoir des noms qui se fondent dans l'histoire. Ça, c'est le principe. Un nom pour une variable pour comprendre l'intention. Le nom de la variable doit porter l'intention et rien d'autre. Première règle, c'est la règle la plus fondamentale. Deuxième règle, ça doit être prononçable. C'est marrant ça. Pourquoi ça doit être prononçable? Parce qu'on va lire le code. Quand on va lire le code, on va le lire dans notre tête. Quand on va le lire dans notre tête, on va le parler. Donc comme on va le parler, il vaut mieux prendre des noms prononçables. Autre règle, sympathique, cherchable. On va faire souvent du CTRL-F pour chercher les variables. Ok. I. Qui n'a jamais utilisé comme variable I? Est-ce que ça apporte une intention? Non, pas trop. Est-ce que c'est prononçable? Oui, bon, d'accord. Est-ce que c'est cherchable? Faites un CTRL-F sur I dans du code. OK? 150 retours. Oui, il est là, I. En plus, il est sympa, CTRL-F, vous le trouvez dans Void. Hein. Ah oui, aussi, il y a les I de Void. Ah mince. Bon, est-ce qu'il faut arrêter d'appeler sa variable I dans une boucle for? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Quand on est dans une boucle for, on peut quand même encore utiliser I, fort heureusement. Les principes qui sont donnés ici sont des principes, pas des contraintes. D'accord? Ce sont des principes. Il y a des moments, par contre, c'est important de bien nommer une variable. OK? Alors, on va creuser. Où est-ce qu'on peut trouver les noms d'une variable? Ce slide-là, moi, il m'a vachement aidé. Parce que des fois, j'étais un peu sec. Comment j'appelle cette variable? Oh là 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 là. Eh bien, solution. Il y a deux dictionnaires. Le dictionnaire de l'informaticien. Il y a quoi dedans? Set, liste, singleton, si vous voulez. D'accord? Des mots qu'on connaît. Deuxième dictionnaire, le dictionnaire de l'application, le dictionnaire métier. Vous faites une application pour une banque. Banque set, banque list. Customer list, customer set. Faites ce que vous voulez. Vous avez deux dictionnaires, vous pouvez créer des mots. D'accord? C'est assez agréable. Et puis en plus, vous pouvez rajouter du contexte. La classe, le nom de la classe, c'est un contexte. Si j'ai une variable qui s'appelle adresse, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Si c'est dans la classe state, et si mon application c'est pour, je ne sais pas, la poste, ah ben je sais, c'est l'adresse d'un état dans un état ou un truc comme ça. Okay. Bon. Donc tout ça, c'est important. Les mauvais noms. Les mauvais exemples. Do something, les noms qui ne veulent pas dire grand-chose. Do something is good. Parse now. Celui-là, j'ai bien aimé. C'est l'exemple qu'on a vu. Hein. Parse now, ça veut dire, oui, c'est sûr que quand j'appelle la méthode, ça sera peut-être fait demain. Enfin, bon, d'accord, ça peut être asynchrone, mais quand même, j'ai demandé de le faire. The main list. Qui n'a jamais utilisé the sur ces variables? Moi, je le fais, j'avoue. Qu'est-ce que ça veut dire the? On sait bien qu'il n'y aura qu'une seule variable derrière. Quoi. Les magic numbers. If x égale 4. Pourquoi 4?
Vous pouvez regarder vos codes, il y en a plein des magic numbers. Moi, j'en ai plein dans mon code des magic numbers. Return -3. Pourquoi -3? Fuir la désinformation. Customer list, c'est vraiment une liste. En fait, c'est pas ordonné, puis il ne peut pas y avoir de doublon. Bon, d'accord, ok. Pourquoi pas prendre un set? Encoder le type dans la variable. Ça se fait plus. Ça s'est fait le siècle dernier. Maintenant, il y avait des langages où on devait, selon le type de la variable, selon le nombre d'octets qu'elle prenait, on utilisait des conventions. Ça se fait plus. Maintenant, c'est que l'intention. Ah non, parce que c'est plutôt un concept métier. Là, c'était vraiment vu comme le vocabulaire de l'informaticien. Concept métier. À avoir, c'est ça? Piège à éviter. Ne pas être charmant. Ouais, il y en a. Alors, j'ai vu ça une fois. See you soon. Je peux vous assurer que quand vous ne connaissez pas le code, que vous voyez see you soon, vous ne savez pas du tout ce que ça veut dire, quoi. D'accord? Ne pas avoir des synonymes, ça c'était mon défaut. Get, fetch, retrieve, je ne savais pas lequel. Donc une fois je prenais get, une fois fetch, en fait ça voulait dire tout le temps la même chose. Ben, garde get, c'est plus simple. Ou des fois je faisais add, mais add des fois ça voulait dire totalement des choses différentes. Donc soyez précis, soyez sharp, précis. Évitez les acrobaties mentales, ça c'est rare, mais ça arrive. Certains utilisent des mots que vous ne savez même pas que ça existe dans le dictionnaire. D'accord? Et quand vous voyez ça dans le code, vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Donc comme dirait un fameux informaticien Orelsan, basique, simple. Ça c'est parce que j'ai un fils un peu jeune et il m'a expliqué des choses. Allez, on y va. J'ai dit que j'avais fait l'exercice de prendre des vrais exemples. Donc, on regarde RabbitMQ. RabbitMQ, enfin, c'est le client de RabbitMQ. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais fait un petit schéma, mais je l'ai oublié, je suis allé trop vite, je suis désolé. En gros, vous créez une connexion. Dans une connexion, vous avez des channels. Et une fois que vous avez des channels, vous pouvez communiquer, en gros, avec les queues pour envoyer des messages. Donc, la Connection Factory, c'est la classe qui va vous permettre de créer des connexions. Jusqu'ici, ça va bien. Connection Factory, personnellement, je trouve que c'est bien nommé. Je regarde ce qui est écrit ici. Défaut user, qui ne comprend pas. Franchement, c'est super clair, quoi. C'est le nom par défaut de l'utilisateur. Défaut pass, défaut vie, host, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bravo, 100%. Pour moi, c'est clean. Je comprends de suite l'intention. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Continuons. Alors, je continue dans cette classe. On avait les constantes qui étaient des défauts user, etc. Maintenant, j'ai des variables. Username, au début, lorsqu'on va créer la factory, ça vaut défaut user. Password, ça vaut défaut pass. Juste au passage, ça, c'est de moins en moins conseillé. C'est vous qui choisissez. Il n'y a pas de... Voilà. C'est juste que, à ce qui paraît, visuellement, c'est pas top quand c'est décalé. Bon, ça, c'est... Voilà. Ça, c'est fait. OK. Mais si je vais plus loin dans ce slide, il y en a ici deux qui m'intéressent. Socket Factory, Socket Factory. C'est comme si j'appelais ma string string. Non, pas tout à fait, parce que là on comprend que c'est une Socket Factory qui n'en aura qu'une. Mais vous voyez déjà, il y a un petit peu d'implicite. D'accord? On voit que comme le nom de l'objet, c'est le nom de la classe, on se dit qu'il n'y en aura qu'une. Il n'y en aura pas plusieurs de Socket Factory. Donc derrière, moi je me dis quasiment que c'est un singleton. Est-ce que c'est vrai? Vous voyez déjà qu'il y a de l'implicite. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Vous voyez comme le nom est important parce que moi déjà j'ai mis un implicite. OK. Exécuteur service. Alors ça vous connaissez en Java. C'est quelque chose qui permet de savoir un petit peu où en est le service qu'on est en train d'exécuter. Shared executor. Là j'ai eu plus de mal. Je me suis dit OK, c'est une factory, ça va être partagé entre toutes les connexions. Mais je ne sais pas ce que ça fait. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il va falloir que je passe un petit peu plus de temps pour comprendre. Allez, j'ai continué, je suis allé plus loin dans cette classe, Factory. Et celui-là, ça a été mon préféré, Channel 0. J'imagine que c'est le premier. Oui, c'est ça. OK, d'accord. Alors, on reviendra sur les commentaires, mais en gros, il dit celui-là, il n'est pas managed par l'application. Tais-toi, Google. Ne jamais dire OK dans une présentation. Channel 0, qu'est-ce que ça fait? Attendez, j'ai mieux. Channel 0,
The Special Channel. Mais... c'est le vrai code. Je l'ai fait hier, hein, le truc, hein, rien que pour vous. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça sert, parce que je suis rentré, j'ai essayé de comprendre ce que ça fait. Voilà, juste pour vous dire, le nom, c'est vachement important. C'est méga important, et il y a des règles relativement simples. L'intention, le dictionnaire utilisateur, le dictionnaire informaticien. Voilà. Et c'est marrant, hein, parce que même des trucs qui sont super utilisés, ben, on peut trouver des machins. Alors ici, on rigole, c'est un petit peu le jeu aussi de la présentation, mais le but du jeu, c'est quand vous êtes avec votre collègue, vous regardez son code, on fait du pair programming où il y a une pull request qui arrive, on regarde les noms, on se dit tiens, ce mot-là, moi j'ai compris ça, est-ce que c'est bien ça? Ouais, ça ne te dit pas qu'on change un tout petit peu le nom, comme ça on sera sûr, il n'y aura pas d'ambiguïté. C'est ça un petit peu l'objectif, quoi. Ok. Ah, celui-là j'ai adoré. Ouais, celui-là, on s'est marré quand on l'a vu. Ok, on y va. Allez, bam, qu'est-ce que vous voyez? Oh, un magic number. Là, je dis, ah, pas bien, magic number, get port, machin, -1, tata. Et je suis allé lire la doc de Java, et on me dit, ouais, alors URI, c'est une classe standard, d'accord, et ça retourne -1 quand c'est undefined. Ah. D'accord, donc même dans Java, il y a des magic numbers. Ok, on ne peut pas faire 100 parfois, donc c'est comme ça, quoi. Moi, je me suis posé la question, mais pourquoi ils n'utilisent pas optional? Et vous utilisez optional ou pas? Ouais. De plus en plus, de moins en moins. C'est une question ouverte, hein. Je ne dis pas il faut ou il ne faut pas, c'est vraiment une question ouverte, quoi. De plus en plus? Ouais. Et ouais, comment? Mais là, c'est un type de retour, ça va. On le nomme pas le type de retour. J'évite la question. Hein, mais voilà, donc typiquement, c'est toujours un petit peu gênant, ces variables. Enfin, ces magic numbers, pardon. Et celui-là, est-ce que vous avez compris ce qu'il fait? C'est jamais très compliqué, hein. Faut pas croire que c'est très compliqué. Faut juste se dire ça pourrait être plus simple. Vous voyez la différence? C'est pas que c'est compliqué, c'est que ça peut être plus simple. Ok. Bon, l'idée en gros, c'est qu'il va parser une URI, et dans l'URI, vous savez, il y a nom, prénom, quoi, en gros, quoi, qui divise avec 2 points et vérifie qu'il y a bien un nom et prénom. Ok. Je pense que ça pourrait être mieux écrit dans une espèce de fonction qui serait check, voilà, un truc comme ça, check name and first name, un truc comme ça, ou first name and last name, et puis ça retourne un booléen, quoi. Ce serait plus simple, c'est tout. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien, je suis en train de dire que on doit pouvoir faire plus simple. Et c'est ça tout le discours du clean code, en fait, quoi. Si vous arrivez à rentrer dans cette philosophie, je pense que j'ai réussi à vous transmettre ce que je pense être fondamental. Ok, on a fait une petite checklist, on va essayer de la mettre plus en forme. On a une première version, je pense qu'il faut qu'on travaille à la version 2. Et ça serait sympa de mettre pas mal de gens à contribution. Faire une checklist, en fait, des choses qu'il faut faire quand on regarde du code, quand on lit une pull request, quand on fait un code review, pour savoir si on peut pas essayer d'être un peu plus propre. Un nom trop court, ou un nom trop long, ou un nom trop simple, genre le nom de la variable, c'est le nom de la classe. Est-ce que c'est un mauvais nommage? Ça peut être une petite piste. Magic number, est-ce qu'on peut remplacer par des constantes ou est-ce qu'on peut rappeler ça dans une fonction? D'accord? Du vocabulaire qui ne serait pas informatique ou métier ou des choses comme ça, est-ce qu'on peut essayer de changer, de trouver des noms un peu plus agréables? Voilà, donc notre objectif, c'est d'essayer de faire cette checklist pour aider, je dirais, tout un chacun lorsqu'il fait une pull request, lorsqu'il lit une pull request ou quand il fait du pair programming, par exemple. Ok, ça vous va comme rythme? C'est bon, des petites... Alors n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, mon point n'est pas de vous dire c'est comme ça qu'il faut faire. Mon point est plutôt de vous dire, ok, réfléchissez à votre code, regardez du code qui existe. Est-ce qu'on ne peut pas faire plus simple? Vous imaginez toute l'implicite qu'il y a, rien que sur un nom? Ouais. Alors, on se concentre sur... Oh oui, on se concentre sur la lisibilité. D'accord? Il faut que ça soit... Alors la question c'est, est-ce que si je duplique du code, est-ce que ça sera lisible? Je ne suis pas convaincu. Je suis vraiment pas convaincu. On ouvre peut-être un débat. Moi, s'il y a à peu près le même code un peu partout, je ne suis pas sûr que ce soit plus facile à lire. On ouvre un débat, hein. D'accord? Mais en tout cas, là, on se concentre sur la lisibilité. Après, c'est subjectif, hein. C'est complètement subjectif et c'est pour ça qu'il faut le faire à deux. Et c'est pour ça qu'il n'y a que des principes, ce n'est pas des obligations. D'accord? Moi, il y a des patterns singletons. Quand je vois écrit singleton, je comprends, c'est plus simple. Parce que j'ai une culture. Quand je vois, je sais pas, le pattern visitor, je comprends. Ça m'aide. Voilà. Mais le débat est ouvert, hein.
Ça répond à la question? Merci. Ok, allez, on avance un peu parce que sinon on va finir à 23 h et c'est pas le but. Alors, les fonctions, éléments de base du code, bien sûr, il y a des fonctions partout, d'accord? Donc, encore une fois, une fonction, elle doit être simple à comprendre. On y va. La simplicité, c'est quoi pour les fonctions? Une seule intention par fonction. L'idéal, c'est quand le code de la fonction, c'est une séquence. Il n'y a pas de if, il n'y a rien. Bon, ça n'arrive jamais, mais c'est l'idéal. Pourquoi c'est l'idéal? Parce que si c'est une séquence, c'est super simple à tester. C'est simple à comprendre. Et hop, c'est une histoire, c'est un film, on regarde début, fin, c'est terminé. On a compris. Un seul niveau d'abstraction. Alors, il y a des exemples qui tournent où, si vous manipulez des fichiers, faites pas une fonction qui regarde les répertoires dans les répertoires et les fichiers. Faites 2 fonctions. Une fonction par niveau d'abstraction. Alors, il y a cette programmation structurée et ce principe de Dijkstra, je le cite parce que ça fait bien de citer Dijkstra dans un talk. Un seul return par fonction. Ok, il faut y arriver, mais l'idée c'est que quand on a plusieurs returns, ça veut dire qu'il faut faire au moins un test par return. Donc ça va rendre compliqué l'écriture du test, donc rendre compliqué l'écriture de la fonction. Qu'est-ce qu'on a ici encore une fois? Des principes et pas des contraintes. Principe, il faut le voir comme un objectif. On essaye de faire plus simple. C'est pas une contrainte, c'est pas un truc, il faut arriver là. Non, c'est des principes. Code et fonction, ça j'adore. Les codes de fonction se lient du haut vers le bas. Le sens de lecture doit suivre donc le déroulement de la fonction. Regardez ça. Les appels doivent être des facturations de plusieurs étapes, le machin, etc. Donc en gros, si vous avez une fonction appelante, une fonction appelée, c'est plus facile quand la fonction appelée arrive après. Vous avez une fonction, vous savez, en gros, hein, bon, on peut comparer ça à une histoire, il entre dans la pièce et puis il va peut-être ouvrir la porte machin. Et ouvrir la porte machin, ça sera plus bas. C'est beaucoup plus simple que dire, ok, porte machin, porte bidule, porte truc, et voilà l'histoire. D'accord? Des principes. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais au moins il y a des principes et on peut en discuter. Vous, dans vos équipes, est-ce que vous avez discuté de ces principes? Est-ce que vous avez une approche commune? C'est ça aussi. Le nommage des fonctions, un nom clair qui décrit ce que fait la fonction, ça doit être un verbe. On a tous à peu près ces conventions. Ce qui est agréable ici, c'est qu'elles sont écrites. Et donc, elles peuvent être diffusées. Les paramètres. Alors là, il y a des mots intelligents. Vous voyez le mot que j'ai dit tout à l'heure, l'acrobatie mentale. Monadique, c'était la première fois que je le voyais. Non, je rigole, mais pas loin. Dyadique et triade. En gros, ça veut dire quoi? 1 paramètre, 2 paramètres, 3 paramètres. OK. Monadique, l'idéal. Quand une fonction a un seul paramètre. Ce qu'on comprend, c'est que la fonction a le paramètre d'entrée et elle va faire quelque chose. Soit elle va générer une sortie, soit elle va faire un traitement ou un truc comme ça, ça peut être informé. Dyadique, 2 paramètres. Vérifier qu'il n'y en a pas un qui sert un peu moins. C'est souvent le cas. Quand on a une fonction avec 2 paramètres, il y en a un qui est important et des fois le deuxième il sert à faire un choix. Et ça se voit, la fonction elle commence de suite par if, paramètre numéro 1 vaut ça, alors je fais ça, if 1. Ça s'appelle un flag paramètre, et il vaut mieux faire 2 fonctions. D'accord? Bon, si vous donnez l'exemple de l'addition, oui, l'addition, il vaut mieux 2 paramètres, ça va être compliqué de faire autrement, c'est sûr. Donc parfois, oui, il faut 2 paramètres. Triade, 3 paramètres. Alors, c'est plus compliqué à comprendre parce qu'il faut déjà jouer avec toutes les combinaisons et ça devient super compliqué à tester. Donc, on essaye, là encore, de faire la chasse aux flags et d'essayer de voir si ça ne fait pas plusieurs traitements derrière cette fonction et de réduire le nombre de paramètres. Constitution des paramètres. Un truc qu'on ne fait pas assez, je trouve, moi, je ne vous mets pas dans l'eau, je n'ai pas regardé votre code. Un truc que je ne fais pas assez, c'est de mettre des objets comme paramètres, des dictionnaires. Quand on a plein d'options, est-ce qu'on met toutes les options ou est-ce qu'on fait un objet option? C'est mieux de faire un objet option. Pourquoi? La personne, quand elle va lire, elle va comprendre que c'est un objet, c'est les options. Et les options, ça peut être complexe, il peut y avoir je prends ci ou ça ou machin, etc. Ce sont les options. Et la fonction, elle se configure par les options. La liste, alors si on a une liste, c'est un seul argument. Mais nommer... si jamais c'est une liste, mais le premier il est important, le deuxième il est important, le troisième est important, le quatrième on s'en fiche, c'est optionnel. Donnez-leur des noms, pas A1, A2, A3. Il faut leur donner des noms. D'accord?
On essaye de faire en sorte que les noms des paramètres s'accordent avec le nom de la fonction pour que ça fasse une phrase. Write text, on a compris. Assert equal, actual, j'ai compris. D'accord? Nul, intéressant. En principe, ne jamais envoyer nul, ne jamais retourner nul. Ça reste des principes. Les effets de la fonction. Alors, effet de bord. Alors, effet de bord, il faut le prendre au sens général. En gros, un effet de bord, c'est un mensonge que ne dit pas la fonction. Qu'est-ce que ça veut dire? Je lis une fonction. On va voir un exemple très très marrant. Enfin, marrant, très intéressant. Je lis une fonction, je vois ses paramètres. Dans ma tête, je me dis, elle fait ça, cette fonction. Eh ben non, en plus, ça fait autre chose. Ça, on peut appeler ça un effet de bord. Et ça, c'est super dangereux parce que vous lisez la fonction, vous avez l'impression qu'elle fait quelque chose, et non, elle fait autre chose en plus. Ça veut dire que la fonction, elle a deux intentions. Pas bien. Paramètre in-out, un paramètre, on pense qu'il est en entrée, mais non, il est modifié. C'est super dangereux. Ça peut arriver, hein. J'avais append buffer, ça peut arriver. Ça se comprend. D'accord? Donc j'ajoute quelque chose au buffer. Ok. Mais il faut faire super attention, il faut être très 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 précis là-dessus, quoi. Une fonction par effet, d'accord? Une fonction, alors, en principe, soit elle retourne l'information ou elle réalise un traitement. Si ça fait les deux en même temps, il y a moyen de simplifier cela. Alors, je vous ai présenté cet exemple de cette URI. Qu'est-ce qu'on fait bêtement, toujours du même code, hein, qu'est-ce qu'on fait bêtement quand on lit cette fonction? On s'attend à ce que la fonction écrive l'URI de l'objet. On s'attend à un setter. Hein? Moi, je lis ça, cette URI, je m'attends à un setter. J'ai peut-être pas la bonne compréhension. Je vous dis ce que moi, en tant que lecteur, la première fois que j'ai lu la fonction, voilà ce que j'ai compris. En fait, ça ne fait pas du tout ça. D'accord? En fait, il y a plein de tests qui sont effectués. Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt un check and test? Est-ce qu'il vaut mieux pas faire une fonction check qui retourne un booléen et faire une fonction test? Je ne sais pas. Ou une fonction qui s'appelle check and test. Unset, pardon. C'est pas simple, hein, vous, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de faire. Et pourtant, c'est un problème qu'on va rencontrer tous les jours. Donc c'est bien d'avoir un truc figé, on sait comment on adresse ce genre de problème. Ah non, ça fait pas que c'était. Ça change complètement l'état de la factory. Parce qu'en fonction de ce qu'on écrit dans l'URL, ça va dire qu'on utilise SSL. Normal, je comprends. Mais je n'avais pas du tout intuité ça lorsque j'ai lu cette URI. Et en fait, ça ne fait pas du tout ça, en fait. En fait, elle fait plein de trucs, quoi. Elle fait plein de sets, mais pas URI. Il n'y a pas URI dans la factory. C'est juste qu'URI, c'est pratique. On écrit toute l'URI, et c'est super pratique pour renseigner nom, prénom, port, host, etc. Voilà. OK. Donc voilà, je ne sais pas si le nom est idéal, mais en fait, moi, au début, je me suis complètement barré. J'ai pas lu du tout j'ai pas lu ce qu'elle faisait ça, quoi. OK. Bon, j'anticipe aussi, je spoil un peu. Vous avez vu ce petit commentaire sympa là? Ça, c'est pour mesurer le pourcentage de l'audience qui suit. Ouais. Celui-là, j'ai adoré. Alors, c'est une factory. Une factory, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des objets. D'accord? Alors, bon, moi, d'habitude, je mets create. Donc, bon, lui, non. Il a mis new connection. OK, passons. Je m'en fiche complètement. New connection. Et là, j'ai fait quoi? J'ai fait CTRL F, new connection. 33. J'ai pas pu tous les copier et les mettre sur le slide. Regardez, comme c'est intéressant. Tout à fait en haut, c'est un tableau d'adresse. Le numéro 3, c'est un tableau d'adresse avec le nom du client provider. Le numéro 4, c'est une liste d'adresses. Tableau, liste, non, c'est peut-être possible. OK. Le numéro 2, c'est un address resolver. Quand on va address resolver, c'est un truc dans lequel on peut avoir plusieurs listes d'adresses. Vous avez la mesure de toutes les combinaisons qu'il faut faire là pour arriver là. C'est une API, hein, ce truc-là. Hein. D'accord? Moi, j'imagine celui qui va utiliser son éditeur et qui va faire new connection. Et là, l'éditeur va faire laquelle? D'accord? Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Au moins, il y a un avantage. Ben, moi, je mettrais option déjà, ça serait pas mal. Un objet option, je sais pas. Ça m'a surpris quand j'ai lu ça, je me suis dit, il y a manière de simplifier. Pour moi, il y a trop de paramètres. Trop de combinaisons.
En fait, on passe des options de connexion. Je me suis dit, c'est marrant, on passe des options. Je sais pas si on pourrait peut-être mettre un objet option, quoi. Je sais pas. À voir. Alors, il y a un autre problème avec cet exemple, c'est que derrière, en fait, vous avez vu, hein, il redirige vers une seule fonction, qui est la même. Et cette fonction, eh ben, ça va être chaude à coder, quoi. Parce qu'il va falloir faire des if dans tous les coins. D'accord? Alors, si le client est nul, si c'est un tableau, si c'est une liste, si c'est un adresse resolver, si... Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Error prone. Bien sûr. Trop de combinaisons. D'accord? Alors, j'ai pas la solution, hein, mais je pense qu'on peut faire plus simple. Je pense que c'est pas clean. Ça marche, hein, y a des avantages. Hein, je pense que c'est pas clean. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais là, waouh! Là, c'est chaud, hein. OK? Le choix de la surcharge ici rend la fonction bien complexe. Hein. Bonne chance. Et je comprends le développeur qui dira « Ouh, cette fonction, moi, j'y touche pas. » OK. Checklist. Des fonctions trop longues ou trop complexes. Certainement symptôme d'un code de mauvaise qualité. Paramètres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. Peut-être un truc à mieux faire. Return. Il y a plein de return. Alors là, c'est marrant. Parce que ça, si vous faites un switch case, des fois, vous avez 12 returns. Vous avez un truc qui crie « Ah, il y a trop de returns !» Mais non, c'est bon. C'est les mois de l'année. C'est bon, t'inquiète pas. Il y en a 12. OK. Flag paramètres. Super important. Je montrerai l'exemple. Parfois, on a un paramètre qui sert de guide, hein, un petit peu d'aiguillage. Donc là, en principe, il y a plusieurs intentions. Ok, j'ai fini avec les basiques. J'espère pas aller trop vite. Je voudrais pas non plus qu'on finisse à des heures indues. Et là, c'est le côté récréation. Après, on passe à objet. Pourquoi c'est le côté récréation? Parce que les commentaires, on ne sait pas trop comment on les écrit. Et il y a beaucoup de chapelles. Est-ce qu'on peut coder sans commenter? Est-ce qu'on doit tout commenter? Qu'est-ce qu'on doit commenter? Et là, c'est super agréable parce que quand on lit ce recueil dans Clean Code, lui, alors il y va un peu à l'américaine. Voilà ce qu'il dit, ne pas commander du code mal écrit, mais le réécrire. Donc sur son argument qui est de dire un code propre, c'est un code lisible, il vous dit, en gros, si vous commentez un code sale, à n'importe quoi, recodez le truc et rendez-le lisible, on comprendra. Et enlevez le commentaire. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas commenter. D'accord? Commenter ou coder. Un commentaire n'améliore pas un mauvais code. Souvent, on écrit un commentaire parce qu'on n'a pas pris le temps de bien écrire le code et on passe plus de temps à écrire le commentaire. Et quand on relit le commentaire, on ne comprend pas pourquoi on a écrit ce commentaire-là. Et surtout, le prochain qui lira ce commentaire ne va pas comprendre pourquoi c'est codé comme ça. D'accord? Ça ne change pas le problème. Donc il faut recoder, d'accord? Le code s'explique lui-même. En gros, le premier principe qu'il dit ici, c'est essayer de virer tous vos commentaires. Ça, c'est assez intéressant. Alors ensuite, il dit non, en fait, il ne faut pas tout virer. D'abord, il y a un gros commentaire au début de tous les fichiers qui s'appelle la licence. Ça, vaut mieux pas le virer, d'accord? Ça, sinon, c'est un peu dommage, d'accord? Donc ça, on le garde. Des fois, ok, on a vu le -1, ok, ça s'écrit peut-être dans un commentaire si vraiment c'est... On n'a pas le choix, on ne peut pas le changer, ok, on peut le décrire, on peut parfois préciser l'intention si c'est vraiment compliqué et si lire le code ça prend un peu de temps. Le but du jeu d'un commentaire, en gros, c'est soit obligatoire, légal, soit ça facilite la compréhension mieux que le code, d'accord? Donc clarification, ok, why not? Avertir, j'ai vu des commentaires qui disent « Ne touchez pas à ce code ». Ok, on comprend, c'est bizarre, mais sinon ça bug. Okay. Là, c'est clair, tu touches pas à ça. Ok. Ou des fois, il y a écrit « Ce code a été rajouté pour que ça fonctionne sous telle machine ». Et on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, l'en fais pas. D'accord? Donc ceux-là, ils sont un peu importants quand même. Les to-do. Les to-do, oui, moi j'utilise les to-do pour dire, ok, j'ai pas fait. Bon, si tu peux, suivant, faire ce que j'ai pas fait, ça serait bien. Amplification pour dire, ouais, il faut absolument faire ça, c'est vachement important, sinon on perd du temps, ce genre de truc. Et bien sûr, la Javadoc, public.
La Javadoc, le but du jeu, c'est de générer un document HTML qui sera utilisé par le développeur qui va utiliser votre code. Donc c'est quand vous avez une API publique, en gros. D'accord? Deux slides. Deux slides pour dire quand est-ce qu'il faut mettre des commentaires, en gros, quand c'est légal et quand ça facilite la lecture du code. 5 slides. Pour dire quand est-ce qu'il ne faut pas mettre de commentaires. Par fausse nécessité, parce qu'on pense qu'il faut commenter. Je commente pourquoi? Je sais pas, il faut, non? Non, non, c'est bon. Redondant, alors il y en a pas mal je teste si x vaut 0. Ouais, merci, ok, x, ok, c'est bon, on a compris, pas la peine, d'accord? Des fois, on a des commentaires trompeurs, parce que le commentaire, on l'a pas changé, mais le code, on l'a changé. Du coup, ça commente plus que fait le code. D'accord? Et il y a les champions de la Javadoc qui mettent de la Javadoc partout, ok? Donc même sur privé, sur machin, etc. Bon, ok, why not? À voir. Moi, personnellement, non, mais à discuter, hein, ce ne sont que des principes. L'histoire, raconter telle version, machin, etc. Des commentaires, voilà, dire qu'un constructeur est un constructeur complètement inutile. Des aberrations, ça, on a vu ça. Ah oui, ça, c'est marrant. Je peux vous raconter ce truc. En recherche, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris... qui parlait de code clone là-bas? On travaille sur le code clone en recherche. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un code clone sur le commentaire. 80% des commentaires sont clonés. Bien souvent, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un commentaire, vous avez une délégation, une fonction qui appelle une fonction qui est commentée. Vous faites quoi? Vous prenez le commentaire, CTRL-C, CTRL-V. C'est terminé. Puis après, vous changez les paramètres, parfois. Ah mince, j'ai recopié le commentaire, ça ne marche pas. D'accord? Donc ça, c'est assez aberrant, mais ça arrive parfois. Des positions. Alors ça, moi, c'est mon indicateur qu'il faut couper la classe. Ça, je pense que... Moi, j'en ai fait, hein, j'avoue. Et d'ailleurs, je ne suis toujours pas propre. J'apprends à être propre, mais je ne me réclame pas être super propre. C'est juste des objectifs. Parfois, on a une grande classe, et en fait, on met là une barre de commentaires qui dit, en dessous de ça, on s'occupe de cette partie. Tu veux pas couper la classe en deux, là? Ce serait pas mieux? D'accord? Hein? D'accord? Ça, souvent, on a ça, par flemme de décomposer, en fait. On met des gros commentaires, des grosses barres. Là, on s'occupe de ça. Là, on s'occupe de ça. Là. Alors, en Java, ça se voit moins, mais ça se voit quand même. Sur les langages de script, sur du PHP, c'est script, ouais, peut-être. JavaScript, Python, alors là, on leur voit beaucoup des commentaires comme ça. Fermeture de bloc, auteur, bon, qui a fait quoi? Maintenant, on a Git, merci. Commenter des lignes de code, c'est génial celui-là. Ne jamais commenter des lignes de code. Pourquoi? Et ça, c'est vrai. Ça, je pense que c'est vrai. Si vous commentez des lignes de code, plus personne ne touchera à ce commentaire. Qui a déjà effacé une ligne de code commentée? Ouais, c'est vrai. Alors, je vous tire mon chapeau. Parce que moi, à chaque fois que je vois des lignes de code commentées, je me dis, ouh, c'est parce que peut-être un jour, on enlèvera le commentaire. C'est vrai, hein? Et en fait, on n'enlève jamais le commentaire, quoi. D'accord? Au bout de 2 ans, oui, c'est ça. Voilà. Du HTML, c'est juste illisible, et information externe pour, voilà, pour dire toute autre chose que le code, il ne faut pas. Trop d'informations, donc expliquer un protocole, une spec ou un truc comme ça, mais non, on ne va pas mettre le cahier des charges ou les user stories ou je ne sais pas trop quoi dans le code non plus, quoi. D'accord? Commenter ce que fait la fonction, bah, tu mets un bon nom, c'est mieux. D'accord? Ou commenter une API, mais qui n'est pas vraiment publique. Et là, attention, mesdames et messieurs, c'est un festival. Donc là, on est dans connexion. Ok? Alors, si vous ne pouvez pas lire, je peux vous le lire. Make sure that the first things we do is to send the header which should cause any socket errors to show up for us, rather than risking them pop out in the même loop. J'ai rien compris. D'accord? We enqueue an RPC continuation, blablabla, blablabla, blablabla. Il y en a plein des commentaires comme ça dans son code. Je pense qu'il a écrit le truc pour pas oublier ce qu'il devait coder, donc je comprends, mais après il faut effacer, d'accord? Voilà, bon, ok. J'adore ce vidéo. Alors c'est la fin de la méthode start, je crois, c'est we can now respond to errors, having finished tailoring the connection. En gros, il dit, une fois que vous avez appelé cette méthode, vous pouvez faire autre chose.
Mais il met un commentaire à la fin de la méthode, quoi. D'accord? Il y a la méthode start. En gros, il dit, une fois que vous avez fini de faire start, vous pouvez, c'est bon. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. On ne doit pas écrire ce genre de commentaire-là, quoi. Ok? Celle-là m'a fait marrer. On a divisé par 4. Donc 1000 divisé par 4, ça fait 250. Ça fait 250. Le compilateur, il va mettre 250 de toute manière, quoi. Je ne vois pas trop là. Et du coup, c'est quoi 250, quoi? Ok, magic number, d'accord, très bien. Bon, il explique qu'en gros, ça pourrait être un vrai commentaire. 250, touche pas à ça. On met une constante là où on dit c'est le truc qui fait que ça marche. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça marche, touche pas à ça. Ok? Should do more here? Point d'interrogation. J'ai chopé une petite socket exception, d'accord? Est-ce que je dois faire quelque chose d'autre? Alors, je dois remercier le JUG de m'avoir invité parce que je me suis marré. J'ai fait ça hier. Ouais, j'ai rigolé. Je pensais pas trouver autant de trucs. Et donc, le fameux que certains d'entre vous avaient vu, je fais un if ici, et qu'est-ce que je fais? Rien. Voilà. Ok, bon. Pourquoi pas? Donc à la question, est-ce qu'on peut rendre ça plus propre? Je pense qu'on peut répondre oui, on doit pouvoir virer ce if là, voilà, se douter qu'en gros il cherche le S pour secure, et puis voilà, bon. Ah, il y a un else qui est là. Ok. Ah non, mais je suis pas sûr qu'il soit là, le else, parce que j'avais trouvé que c'était assez compliqué à lire, ces imbrications là. Hein, c'est dégueu un peu, hein. Voilà. Bon, c'était la petite récréation, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé quand j'ai lu ça. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir, en gros, essayer de virer les commentaires. Voilà, ça, c'est... essayez de les virer. Si vous avez quelqu'un qui vous a dit un jour dans une salle de classe, il faut commenter toutes les lignes de code. Ok, il vous a dit ça, mais... no comment. C'est le jeu de mots. Les API, les API elles doivent être commentées, hein. Bien sûr. Et puis les commentaires légaux, informatifs, de clarification, d'avertissement, les to-do, ok, ça on garde. Les autres on supprime, oui. C'est subjectif. Je ne peux pas répondre à cette question. Non, je peux te répondre que par des exemples. Je peux répondre que par des exemples. À la limite, tu vois, il y avait port égale -1, quoi. Je pourrais mettre un commentaire en disant, si la personne a la flemme d'aller lire l'API de Java en disant, bon, -1, ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été retourné, quoi. Ça me fait gagner du temps plutôt que d'aller voir la... Voilà. Mais c'est subjectif, je suis complètement d'accord. Là, c'est sujet. Et c'est pour ça qu'il faut être plusieurs à lire et à se dire, ok, là on le garde, là on l'enlève, quoi. Faut se dire, ça va faire gagner du temps. Ça répond à la question? Ouais. Ok, je rentre dans des trucs sur les principes sur la programmation orientée objet. Et il y en a, heureusement. D'accord? Donc il y a j'ai retenu ici deux types de principes, ceux sur les classes et ceux sur les données, en fait, quoi. Donc les classes, bon, l'élément le plus haut niveau du code propre. Alors, on insiste bien ici sur le code propre, sur ces notions qui sont difficiles, hein. Cohérence et couplage, avec le principe de single responsibility. En gros, il y a une seule raison. Si on a une seule raison qui provoque un changement, l'idéal, ce serait que cette seule raison, elle provoque un changement dans une seule classe. Ça, c'est l'idéal. D'accord? Bon, c'est un peu compliqué quand même, mais en gros, chaque classe doit être responsable d'une seule préoccupation, et c'est cette notion de cohérence. Si on a une classe qui fait beaucoup trop de choses, il faut couper les classes et essayer de faire en sorte qu'on arrive à des plus petites classes qui soient cohérentes entre elles. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'une classe cohérente, ou comment on peut intuiter qu'une classe est cohérente? Il y a peu de variables, mais surtout les fonctions de la classe, elles utilisent les variables, les propriétés. Bon, ok. Excusez-moi, je ne suis pas très à cheval sur la terminologie. Les attributs, vous appelez ça comme vous voulez.
Donc les fonctions exploitent les attributs de la classe. Donc ça, c'est la cohérence. Okay, donc le but du jeu, c'est de faire des classes cohérentes. Et pourtant, il faut du couplage. C'est-à-dire que des classes, elles vont communiquer entre elles. Donc on sait bien qu'une classe va utiliser une autre classe, mais il faut limiter cette notion de couplage. Ça, vous le savez, d'accord? Il faut qu'il y ait peu de connexions, peu d'appels entre les classes, et ce qui va faire l'exercice difficile. Mais on va quand même retrouver des principes. Le premier principe, quasiment impossible à voir comme ça, préférer plusieurs petites classes qu'une grosse classe. Donc ça, c'est le côté général. On a le principe de l'open close. Donc en gros, on va essayer d'anticiper les changements. D'accord? Donc une classe, peut-être qu'elle sera changée parce qu'il y a eu un besoin qui va changer que cette classe. Il faut s'y préparer, il faut qu'elle soit ouverte pour l'évolution. Donc on va travailler avec une classe, on puisse par exemple facilement l'hériter. D'accord? Et on va essayer de limiter l'impact du changement, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre des interfaces, par exemple, pour faire en sorte que quand je change une classe, si c'est je change son comportement interne, je ne vais pas avoir d'impact sur tous les éléments, toutes les autres classes qui utilisent cette classe. Ok, donc on va essayer de ne pas dépendre de l'implémentation. Ok, donc ça c'est les principes, et là on a des règles. Waouh! Alors la loi de Demeter, je ne sais pas si vous connaissez ça, d'accord? Ah, c'est un principe, si on arrive à faire celui-là, c'est quand même pas mal. La loi de Demeter nous dit quoi? Vous prenez toutes les méthodes, enfin, prenez une méthode d'une classe. Okay, en principe, cette méthode ne peut appeler que des autres méthodes de C. Des méthodes des objets qui ont été créés par la fonction elle-même. Des méthodes des objets qui sont passés en paramètres de F. Et enfin, les méthodes des objets qui sont des propriétés attributs de C. En gros, ne pas communiquer avec les inconnus. D'accord? Vous êtes une fonction, vous avez le droit d'appeler d'autres fonctions, qui sont dans la même classe. Vous avez le droit d'appeler des fonctions qui sont dans les objets passés en paramètres. Vous avez le droit d'appeler des objets qui sont en attributs. OK? Et c'est tout. Autre principe, pas d'appel en wagon. A, point B, point C, point D, point F. Pourquoi? Parce que si je fais A, point B, je dépends de B. Mais si je fais A, point B, point C, en fait, je ne dépends pas que de B. Je dépends du mécanisme interne de B. Je sais qu'il va me retourner un C si je l'appelle comme ça, etc., etc. Donc, en fait, j'ai une dépendance un peu imbriquée. OK? Pardon? Et s'il y en a un qui plante, on ne sait pas lequel. D'accord? Donc là, on a deux principes qui sont connus, encapsulation, couplage, et on arrive carrément à des espèces de lois, on va un peu plus loin que les principes, des rigueurs de conception, la loi de Demeter et la loi du wagon. Je sais pas, elle ne doit pas s'appeler comme ça, mais c'est pas grave. D'accord? Fait pas d'appel en wagon. OK? Enfin, une règle de lisibilité. Donc c'est sympa quand on a un ordre. Vous avez un ordre, vous, dans les rédactions de vos classes. Donc là, il propose un ordre. Après, est-ce que celui-là, c'est le bon? On peut peut-être en avoir un autre, mais en tout cas, c'est bien d'avoir un ordre. En gros, c'est l'impact. Statique constante, on se doute que ça peut être utilisé n'importe où. Donc, il vaut mieux le foutre en haut. D'accord? Private static, ça va être aussi utilisé n'importe où. Puis private, etc., etc. Puis les fonctions, d'abord les publics. Les privates, juste après l'appelant. Public, private, private. Public, private, private. Public, private, private. Et si on respecte cet ordre, on peut mieux comprendre. On peut mieux lire une classe. Alors si je vous dis ça, c'est que moi j'ai vu une classe qui était classée par ordre alphabétique. Ça avait une explication. Parce que dans certains éditeurs, vous avez la classe et à droite, vous avez les méthodes, avec la petite fenêtre. D'accord? Et elles sont rarement classées par ordre alphabétique. D'accord? Selon les éditeurs. Et en fait, la personne ne voulait pas passer un temps fou à chercher la bonne... voilà. Donc, ordre alphabétique. OK? Donc là, je peux vous assurer que quand on lisait le code, non, pitié. Au secours, la migraine. La migraine. L'encapsulation. Alors, ça, c'est génial. Pas d'intégrisme. Non, l'encapsulation, on n'est pas obligé d'encapsuler... tout... Mais public. Pas public, non. Privé. Bon, en gros, si, un petit peu d'intégrisme quand même. D'accord? Relâcher... L'encapsulation, hein, c'est... vous avez une classe, elle a des propriétés, elle a peut-être construit des objets. En gros, elle ne doit pas trop les diffuser à l'extérieur. C'est son mécanisme interne. D'accord? Donc, il ne faut pas expliquer aux autres comment on fonctionne. Il faut juste rendre les services. Mais il ne faut pas expliquer comment on fonctionne.
Enfin, lisibilité toujours. Small, petite classe. C'est plus facile à lire. Essayez de couper les classes. D'accord? Attention aux les God classes, hein, c'est des classes immenses. D'accord? Et si, alors ça c'est assez intéressant, si on a du mal à nommer une classe, si votre classe s'appelle utils, peut-être qu'il y a un problème. D'accord? Peut-être qu'elle fait trop de choses. D'accord? Alors, c'était pas facile. C'était pas facile parce que l'architecture, elle est calquée sur un protocole et que le protocole, bah, il énumère bien les choses. Hein. Il y a la connexion, il y a le channel, il y a l'exchange, il y a la queue, etc. Bon, ça va. Donc, il est bon. Mais pour autant, il y a des améliorations. Alors là, celui-là, il faut que j'explique. Je crois que c'est encore dans la classe Factory. En fait, en haut, il y a des attributs. Là, il y a des attributs. Et au milieu, il y a ça. D'accord? Et ça, si vous regardez, c'est une méthode défaut client properties qui retourne les propriétés par défaut d'un client. En termes de lisibilité, c'est juste atroce en fait, quoi. Parce que vous avez toutes les variables, enfin les attributs, et au milieu vous avez ça. Et ensuite vous retrouvez des attributs, dont le fameux channel 0. D'accord? En fait, c'est juste plus difficile à lire. Moi, quand je l'ai lu, j'ai eu plus de temps à comprendre. Et j'ai du mal, à chaque fois que je rentre là-dedans, j'ai du mal à me dire, non, non, il y a encore des attributs derrière. Boum, un LPE, ouais. Bim, celui-là, c'était pour vous montrer l'appel en wagon. À quel point c'est compliqué quand on ne connaît pas le train. ampq.connection.startOK.builder. Client property, de client property, mécanisme, sm.getName, response.build. Aïe, aïe, aïe. Je suis dans quelle classe? Au début, ouais, mais après client properties, mécanisme, response et build, j'ai plus de mal, moi. Vous trouvez normal? Tout ça, c'est normal, c'est ça? Non, moi, peut-être j'ai raté un truc. Hein, pour moi, ça faisait, le début ou tout même après, c'est normal? C'est normal d'enchaîner avec un builder? L'enfer! D'accord. Bon, celui-là, je l'ai raté alors. Hein, d'accord. Parce que moi, je suis arrivé là. Alors, celui-là, c'était des classes qui étaient générées. Ensuite, j'ai fait client property pour un mécanisme. J'ai pas réussi à trouver le. Donc, ça, c'est un flux, mais à culpa. Donc, c'est un mauvais exemple. Je suis vraiment désolé. Ok, bon, j'en ai un autre. Start. Alors, start, celle-là, c'est dans connexion. Elle démarre le protocole. Elle démarre la communication. Alors, ouais, bon, déjà, la classe 1084 lignes. 1084 lignes, ça commence à faire. C'est pas catastrophique, mais ça commence à faire. Cette méthode, elle fait trop de choses. Start, elle démarre la communication et en fait, elle passe. Oups, je pensais que j'avais mis d'autres annotations. Elle fait plein de choses. Elle va initialiser, il y a une espèce de check-end, c'est un protocole, donc elle va essayer de démarrer le protocole. Ensuite, elle va construire les channels, elle va vérifier qu'ils ont bien le droit, et elle va les maintenir en vie si jamais la connexion elle est répétée, etc. etc., etc. D'accord? Ça se termine là, c'est le fameux commentaire machin. La fonction, elle fait, c'est pas tant compliqué, elle fait 200 lignes, non moins, 130 lignes, d'accord? Mais il y a tout le protocole qui est là-dedans. Moi, je me suis demandé si c'était pas possible d'externaliser une partie du protocole. Déjà, il y a un... Voilà. Moi, j'ai commencé à le découper dans ma tête. Je me suis dit, tiens, ça, c'est le check-end. Ça, c'est la gestion de refaire la connexion si jamais ça plante. D'accord? Donc, je pense qu'on peut la décomposer, en fait. Je pense qu'on peut la rendre plus simple. D'accord? C'est juste le point que je voulais lever ici. OK, checklist. Vérifier les God classes. Certainement le symptôme d'un code de mauvaise qualité. Vérifier la cohérence des classes, découper en plusieurs classes. Vérifier le couplage des classes. Attention à la loi de Demeter. Et le dernier, qui était marrant, les objets et les données. Alors là, c'est le dernier couplet de principes, et j'aurais fini avec les principes, qui sont assez sympas, surtout avec les objets et les données. C'est quoi? C'est qu'en gros, on a... Et ça, moi, je m'en suis aperçu, vous allez me dire si vous l'avez vécu aussi, on a une espèce d'antisymétrie entre data et objet. C'est-à-dire que parfois, on a juste envie d'avoir des données.
D'accord? Et on n'a pas envie d'avoir une classe avec un objet, ce genre de choses, on veut juste avoir une espèce de dictionnaire, quoi, en gros. OK? Donc tout n'est pas objet en tant que j'ai des données, des traitements. Des fois, les traitements, c'est juste getter-setter. D'accord? Et c'est toujours un peu compliqué de savoir ce qu'on fait avec ces données, quoi. D'accord? Donc, ici, on lève le point en disant qu'on a des objets données traitement et on a des objets que des données. Alors, il dit une phrase, moi, qui m'a plu. Ici, procedural codes make it hard to add new data structures because all the functions must change. OO code makes... Bon, bref, je vais vous le résumer. Ce qu'il dit en gros, c'est que procédure objet, il y a un cas pour lequel le procédure c'est plus facile et un cas pour lequel l'objet c'est plus facile. Alors j'ai essayé de faire un schéma. Vous me direz, il vaut ce qu'il vaut. D'accord? L'idée, c'est ça, c'est un existant. Soit je suis en procédure, soit je suis en objet. J'ai deux fonctions, je les ai intelligemment appelées foo et bar. Okay? J'ai deux structures de données, A et B. Je veux pouvoir faire foo sur A ou B. Donc en gros, j'ai une fonction qui fait foo sur A ou B, et puis à l'intérieur, ça fait son truc. J'ai une fonction bar qui fait le traitement sur A ou B. D'accord? Si je suis en objet, je le fais plutôt comme ça. J'ai la classe A, je fais foo bar, j'ai la classe B, je fais foo bar. Ça va pour l'existant. C'est clair? J'ai une évolution. Mon évolution, c'est d'ajouter un nouveau type de données, une nouvelle structure. OK? Si je suis en procédural, je dois changer tout mon code. D'accord? On voit que j'avais deux fonctions, je change mes deux fonctions. Si je suis en objet, je dois rajouter une classe. OK? Je ne change pas. À l'inverse, j'ajoute une nouvelle fonction, un nouveau traitement. D'accord? Si je suis en procédural, je n'ai qu'une fonction à ajouter. Si je suis en objet, je vais devoir changer tout mon code. D'accord? Alors, il y a des moyens pour ne pas avoir tout à changer, mais je trouve que c'est assez sympa de se poser un peu et se dire, ouais, ok, c'est marrant, mais en gros, ce qu'il essaye de dire ici, et moi je l'ai vécu, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, c'est qu'il y a des cas où c'est quand même beaucoup plus simple objet, et des cas où, en procédural, ça serait pas mal. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Ouais? Ça va à peu près? C'est discutable, c'est des principes. OK? Donc en gros, ce qu'il dit, et ça j'ai bien aimé, il dit, en objet, il y a des fois où on a des objets et des traitements, on a vraiment envie d'avoir les objets et les traitements, et ça, en fait, il appelle ça des data transfer objects, quoi. Des Java Beans. Alors Java Beans, je ne sais pas si vous avez connu ça, c'est du siècle dernier. Les Java Beans, ça devait être dans Java 1.0, 1.1, peut-être 1.1. En gros, c'est des classes, il fallait les mettre d'une certaine manière, on les mettait dans un éditeur, on avait automatiquement la génération de l'interface graphique, par exemple. Enfin, voilà. D'accord? En fait, c'était juste des objets donnés, quoi. D'accord? Et transformer un DTO en un bin, en un objet avec des getters, des setters, ok, si vous voulez. Ça va rassurer le puriste objet, c'est une phrase qui est quasiment écrite dans son bouquin, mais ça n'ajoute pas franchement de bénéfice. Alors on pourrait même se poser la question, en objet, mettre private et les getters, les setters, on va le faire. On va le faire, parce qu'il y a quand même un intérêt, on pourra modifier un petit peu les choses, mais franchement, voilà, c'est vraiment des objets. Donc on peut choisir de mettre des objets, des données. Je ne sais pas si vous manipulez du JSON, par exemple, ce chose, des fois, vous désérialisez, quoi. Ensuite, il y a ces Active Records. Donc là, c'est les objets avec des méthodes pour, par exemple, sauvegarder sur disque ou envoyer sur le réseau ou faire une conversion ou un truc comme ça. Lui, il dit, en gros, quand on est là-dedans, en fait, on a des DTO, des objets, et ensuite, on a des traitements. Donc, on est plutôt en procédural. Donc, lui, ce qu'il vous conseille, et je pense que c'est pas mal, c'est un principe en tout cas, il faut en discuter, c'est de mettre les traitements dans des classes et laisser les DTO être des DTO, quoi. D'accord? Et il y a l'hybride où on a vraiment l'objet, mais avec des traitements, machin. On lui dit, non, soit c'est un vrai objet avec encapsulation, responsabilité, etc., avec un état, qui est important, soit c'est un DTO. Donc ça fait un petit peu attention.
Donc là, c'est encore plus difficile. Hein. Pour améliorer le code, pour suivre ça, c'est encore plus difficile. Alors j'ai trouvé un exemple. C'est version. Pour moi, c'est un DTO classique. On ne va pas se prendre la tête. À la limite, c'est pas la peine de le tester, ce truc-là. Enfin, version majeure, mineure, avec toString equals chcode. Pour moi, c'est un DTO classique. D'accord ? Donc en gros, ce que le dit ici le principe, c'est si jamais vous avez, je ne sais pas moi, des traitements un peu plus importants sur la version, posez-vous la question de savoir si c'est vraiment un objet ou si c'est pas un DTO hybride. Si c'est un DTO hybride, mettez peut-être les traitements ailleurs. D'accord? Ok. Bien. Checklist. Allez. Il y a d'autres choses dans le bouquin que je vous invite à lire. Des exceptions. Il parle beaucoup des exceptions. Donc, notamment, il dit qu'il ne faut pas faire les exceptions. Comment il appelle ça? Les checked, je crois que ça s'appelle comme ça. En gros, il vous dit qu'il ne faut pas les déclarer dans la signature. C'est assez intéressant à lire. À vous de voir. Qu'il faut faire que des runtime exceptions, en gros. Donc ça, c'est assez sympa. Il faut le lire. Je vous invite à le lire. Il y a des bons arguments. Sur les tests, il donne des règles de clean code sur les tests. Essayez de rendre vos tests propres, parce que s'ils sont propres, vous n'allez pas hésiter à les changer. C'est intéressant. Sinon, des fois, on n'ose pas changer ses tests, etc., etc. Je ne peux pas tout faire aujourd'hui. Je vous invite juste à lire le bouquin. Alors, je vais essayer de conclure sans passer la nuit dessus sur les linters. J'ai, je pense, 10 minutes à peine sur les linters pour vous préciser un petit peu plus c'est quoi un linter. D'accord ? Mesure automatique du code pour aller chercher les batsmell, bien sûr, mais en gros, il faut voir qu'il y a deux choses. Il y a les défauts et il y a les bugs. Les défauts, c'est ce qui rend le code moins lisible. Donc c'est en gros tout ce que je vous ai montré. Un défaut, c'est je lis le code et je me dis tiens, mais là, il y a... ouais, c'est pas grave, petit défaut, on peut améliorer, d'accord ? Il sera plus difficile à maintenir, optimiser, à corriger, etc. Et c'est parce qu'il y a un défaut qu'il y a un bug, hein, on est d'accord. D'accord, c'est juste un défaut. À côté, il y a les bugs, vous connaissez. Un bug, ça plante, il y a une erreur, ça marche pas. D'accord, il y a le téléphone qui sonne, ok, bon, ça on connaît. Non ? La règle, elle est là. Elle dit, plus il y a de défauts, plus il y a de chances qu'il y ait des bugs. Ça, c'est vrai. Ça, c'est absolument vrai. Plus il y a de défauts, plus il y a de chances qu'il y ait des bugs. D'accord ? Autre règle qui n'est pas du tout écrite, plus il y a de défauts, moins il y aura de développeurs qui vont modifier le code. Et ça aussi, c'est vrai. D'accord ? Hein ? Moins vite, on va trouver le bug. Exactement. Donc, il faut apprendre à supprimer les défauts. D'accord ? Donc en gros, coder bien, ça passe aussi peut-être par identifier les défauts. Si vous arrivez à sortir de là, vous dites tiens, c'est marrant, mais je commence à avoir une petite intuition sur des défauts facilement identifiables. Et si j'arrive à comprendre comment je peux y faire face, comment les corriger, ça s'appelle de l'amélioration continue, vous connaissez bien, je vais rendre mon code plus propre. Et finalement, qu'est-ce que c'est un linter ? Un linter, c'est un outil qui va identifier les batsmell. Les batsmell, c'est ces fameux défauts. Vous comprenez l'idée ? Donc le linter, il est là pour identifier les batsmell. Les batsmell, c'est juste des indices. Tiens, il y a un magic number, peut-être améliorable. Tiens, il y a un commentaire là, peut-être améliorable. Tiens, il y a une fonction avec 12 paramètres, peut-être améliorable. Tiens, il y a une classe qui rentre comme ça, c'est peut-être améliorable. Il n'y a pas de bug. Enfin, peut-être qu'il y a des bugs, on ne sait pas en fait. Mais en tout cas, il y a des défauts. D'accord ? Alors les batsmell, c'est simple, hein. Il y en a plein en fait. Ça peut être aussi simple que la taille. Nombre de lignes de code, largeur des lignes, nombre de classes, nombre de fonctions, nombre de paramètres dans la fonction, nombre de boucles imbriquées, etc. Ça peut être un peu plus compliqué. La complexité, ça se mesure. Une séquence, un nombre de if-else. On pourrait compter le nombre de if-else. Nombre de while, nombre de until. Donc il y a plein de trucs qui existent. Hein. La complexité de McKay, vous avez peut-être entendu parler. En gros, ça mesure ça. Ça mesure ça, hein. C'est simplement ça. Ça mesure les défauts. D'accord ? Mais derrière les défauts, il faut des seuils. À partir de quand ça pue pour de vrai ? Un défaut, c'est un bad smell. À partir de quand ça sent vraiment mauvais ? C'est quoi le seuil ? Si on dit nombre de paramètres dans une fonction, faisons un petit sondage. Je démarre du bas, Allez, qui vote pour ? Allez, 3, c'est pas bien. Personne. Qui vote 4, c'est pas bien. 2, 3 petites mains. 5, c'est pas bien. 6, c'est pas bien. Alors, une fois qu'on a voté, on ne lève plus la main. 7, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore voté ? Non. Est-ce qu'il y en a qui utilisent, ou est-ce qu'il y en a qui ont sonar derrière ? Ouais. Vous voyez sonar ? Ouais.
Vous connaissez son nombre par défaut à Sonar pour les paramètres? Lui, je crois que c'est 7 ou 8, ouais. Ouais. Et si on le met à 2, il y a tout qui clignote. D'accord? C'est intéressant, ça se paramètre. D'accord? Ok? Voilà. Donc je voulais juste faire le lien avec les linters. Les linters, en fait, par rapport au clean code, ils sont là à la base. Ils sont là pour identifier les défauts. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont été un peu plus loin et ils trouvent carrément des trucs qu'il ne faut pas faire, là, les fameux bugs ou les machins. Mais à la base, les linters, ils étaient là pour identifier les défauts. Je termine sur l'impact métier. D'accord? Coder bien, coder propre. Mais pourquoi? Eh bien, en fait, on se rend compte que c'est le grand levier pour la qualité. Il y a des études que je peux vous fournir si vous voulez. Il y a des études qui montrent que vérifier, faire une revue de code à 2, à 3, faire une revue de code, rendre le code propre, ça lève 3 fois plus ou 4 fois plus de bugs que faire une couverture de test à 100%. D'accord? Vous allez passer beaucoup moins de temps effectif, on peut mesurer. Vous allez passer beaucoup moins de temps avec votre collègue à regarder votre code, à dire là on peut améliorer, là on peut le rendre plus propre. Vous allez passer beaucoup moins de temps, vous allez trouver beaucoup plus de choses qu'à faire de la couverture. Puis en plus, la plupart des gens, ils couvrent pour couvrir. Moi j'en fais partie, hein. On me demande de faire 100% de couverture, je fais 100% de couverture. C'est pas malin, mais j'ai fait 100% de couverture. D'accord? Si jamais vous êtes dans des entreprises qui disent non, la qualité, non, et que vous avez envie de faire un truc un peu plus propre, il y a des superbes études, McKinsey, c'est McKinsey, ouais, en 2013, ça date un peu, mais on doit trouver plus récent. Ils montrent que la plupart des sociétés investissent 35% en moyenne de leur budget sur la qualité. C'est un truc de malade, ça augmente comme ça. D'accord? Dans la qualité, il n'y a pas que clean code, hein, il y a intégration continue, etc. C'est efficace à partir de 30%. En gros, il ne suffit pas de mettre Sonar. Hein. Mais ça, vous le savez déjà. D'accord? Ce qui montre aussi, c'est qu'entre une société qui n'investit pas et une société qui investit, on a des écarts. Ici, c'est développement throughput, donc le débit de développement. Alors, je ne sais plus en quoi c'est mesuré. Je ne sais pas si c'est en ligne de code par heure, en module par heure, en feature par semaine, etc. Mais on a des écarts de 300%. Ce qu'on sait, c'est que si jamais vous n'investissez pas sur la qualité, elle se dégrade et au bout d'un moment, on ne veut plus toucher. On se barre. En tant que développeur, moi je suis développeur, je peux me barrer facile, l'autre il va m'embaucher. Il cherche un développeur. En plus, c'est beaucoup plus propre chez lui. D'accord? Donc ça, c'est un bon argument, ça. Ah, je voulais conclure là-dessus. Ce code-là, est-ce que vous savez ce que c'est et quel a été le challenge en fait, quoi. Le challenge a été sympa. En fait, c'est un kata, c'est le kata de Potter. Vous connaissez ce kata de Potter? Il est super sympa. En gros, on considère qu'il y a 5 bouquins de Potter. Je ne sais pas s'il y en a eu plus, mais bon, là, quand il a été écrit, ce kata, il y avait 5 tomes. Il n'y a que 5 tomes dans Potter? Je ne sais pas. Chaque bouquin coûte 8 €. Ça va, c'est pas cher. Si vous achetez 2 bouquins différents, vous avez 5% de discount. 3 bouquins différents, 10, 4 bouquins différents, 20, 5% différents, 25 bouquins. Ok? Vous achetez plein de bouquins. C'est quoi le meilleur prix? Essayons. J'achète un bouquin du tome 1, non, 2 bouquins du tome 1, un bouquin du tome 2, deux bouquins du tome 2, 2 bouquins du tome 3, un bouquin du tome 4, un bouquin du tome 5. C'est quoi le moins cher? Facile, easy. B1, B2, B3, B4, B5, 25% de remise. B1, B3, 10% de remise. Somme 51,60. C'est la bonne solution? C'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de faire 2 chaînes de 4. Pas une de 5, une de 3. La bonne solution pour cet exemple-là, c'est de faire 2 chaînes de 4.
J'ai entendu, oui, c'est un problème NP complet. Alors, c'est ce qui s'est passé. Mon pote, Sébastien Mosser, est allé voir Christophe, dont je connais plus le nom de famille, qui lui est un algorithmiticien, là, je sais plus comment on dit, celui qui fait des algorithmes pour les problèmes NP complets. Au bout de 2 jours, il a dit non, c'est pas NP complet. Alors pour rappel, NP complet, en gros, ça veut dire qu'on n'est pas capable de trouver une solution en temps polynomial, mais si jamais vous me donnez une solution, je suis capable de vérifier assez rapidement, donc en temps polynomial, qu'elle est bonne. Donc en gros, il me faut un temps exponentiel, donc plein de bouquins là, pour trouver la solution. Lui, il a dit non, en fait, j'ai une version logarithmique. Exponentielle, linéaire, logarithmique. Donc plus il y a de bouquins, ça coûte un peu plus cher, mais pas trop. En fait, intuitivement, vous pouvez le deviner. Si vous avez, je sais pas, 200 bouquins, il y a de fortes chances que vous puissiez faire 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, puis arriver vers les 20 derniers bouquins, oh là c'est un peu tricky. Vous voyez l'idée? Donc en fait, il n'y a que à la fin que ça commence à être un peu tricky, quoi. Ok, donc c'est pour ça que c'est logarithmique. Et il est arrivé, il dit ouais, 2 jours, et bam. Ah ouais. Et là, mon pote, il a regardé, il a fait ouais, ok, d'accord. Bon, ben moi, je vais faire une solution clean code. Et il a fait une solution clean code. Avec la classe discount, la classe book, etc., etc., etc. Résultat des courses. C'est plus lisible. Et ça va moins vite, bien sûr. Ça va moins vite, mais la complexité... Là, il ne m'a pas dit. Hein. Je pense qu'il est arrivé à la complexité logarithmique. D'accord? Ça va moins vite, ouais, bien sûr, parce qu'il y a des indirections, il y a des calls, etc. C'est peut-être pas optimisé. Mais bon, il y a quand même un truc, vous pouvez faire du clean, et ça peut aller vite, quoi. Pas de souci. Ok? Bon, voilà, c'était, pour boucler avec le début, une seule synthèse. Ça, c'est moi. D'accord? Une clean code, c'est pour moi une attention tous les jours, à tous les niveaux. Donc je voulais pas, enfin je suis pas un donneur de leçons, hein, je suis pas là en disant c'est comme ça qu'il faut faire. Non, je suis là à vous dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer le code? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le rendre plus lisible? C'est ça qui est intéressant, quoi. Il y a des principes. Ça c'est cool. On a un bouquin qui regorge de principes. On peut s'échanger entre nous les principes. On peut discuter. Là la preuve, je me suis planté. C'était pas un wagon. D'accord? Donc le principe chaîne, il marche pas pour ce truc-là. C'est intéressant ça à savoir. Ce sont des règles, des principes, ça cadre. Il ne faut absolument pas prendre ça comme des contraintes. Si vous transformez des principes en contraintes, vous êtes mort. D'accord? Donc ce ne sont que des principes, quoi. Et c'est une pratique à acquérir. D'accord? Voilà, je finis par un tout petit peu de pub. Si vous voulez configurer vos linters ou si vous voulez voir comment ça marche, nous, c'est ce qu'on fait derrière avec Promise. En fait, on a un outil qui regarde les linters, mais qui vous fait un gros digest, un retour sur vos contributions et qui vous dit là, tu pourrais améliorer ça, là, tu pourrais améliorer ça. Donc ça aide tout le côté self-improvement, quoi, la capacité à s'améliorer plus. Si ça vous intéresse, il y a une démo qui est en ligne et il y a des versions d'essai qui sont disponibles. J'arrête là pour le quart d'heure, enfin la minute pause. Voilà, je suis tout disponible pour répondre à toutes vos questions et voilà quoi. Ouais. Alors, ouais, non, c'est une question merci pour la question. C'est une question qui est très très compliquée. On a des pistes, d'accord, que je vais vous donner maintenant. On ne prétend pas être les meilleurs là-dessus. Alors, premier cas super favorable. Premier cas super favorable, on fait face à une société qui a eu un bug qui lui a coûté de l'argent. D'accord? Ça arrive, d'accord? Et on dit, oulala, écoute, si tu veux pas que ça se reproduise, il faut que tu regardes ton code. Ça, c'est le premier levier. Deuxième levier, on fait tourner un linter et on peut estimer le coût de la non-qualité. Ça, c'est le deuxième levier. Troisième levier, ça prend un peu plus de temps. C'est des études qu'on fait. On sait faire. On l'a fait avec une société dont je tairai le nom parce que je suis filmé. On peut
faire ce qu'on appelle une étude de corrélation entre le nombre de défauts et le nombre de bugs, pour montrer clairement que pour cette société, selon les règles, il y a des défauts qui sont critiques pour la société et qui entraînent des bugs. Ça ne veut pas dire que si tu trouves un défaut, tu trouves un bug. Ça veut dire qu'il y a une corrélation. Ça veut dire qu'on s'est aperçu que, bizarrement, avec ces règles-là, ben, moins vous les suivez, plus vous avez de bugs. Donc ça, on sait faire ce genre d'études. Ça prend du temps, ça se regarde. Et si on a, après le temps pour résoudre une feature, eh bien, on peut montrer l'impact que ça va avoir au niveau retour sur investissement. Dernier point, et non celui des moindres, c'est le volet RH. Le volet RH, c'est le gros, actuellement, c'est un des points qui, on ne l'a pas encore testé, hein, mais ça serait intéressant de regarder ça, c'est la motivation. La motivation des développeurs. On travaille beaucoup là-dessus, on a mis en place une gamification dans notre outil, on a mis en place du retour immédiat. On se rend compte qu'un développeur qui arrive dans du code qui n'est pas beau, il ne veut plus travailler, il pense qu'à une seule chose, c'est à partir. Il n'est pas motivé. D'accord ? Ça se mesure. On fait des études, on mesure. Donc on peut arriver dans une organisation et dire « Oula, développeurs, quand ils se lèvent le matin, eh ben, ils n'ont pas envie de venir chez vous. » D'accord ? Voilà, ce ne sont que des pistes, j'espère que ça répond à la question. Et ça aide à sensibiliser, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Sinon ça se fera après. Ok. Je vous remercie beaucoup.